Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique et vous nous emmenez visiter les dessous de l'Élysée, lieu de pouvoir mais aussi de plaisir. On le découvre dans votre dernier livre, Jean Garrigue, une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi. C'est chez Payot. Votre livre fourmille d'anecdotes savoureuses. C'est extrêmement documenté, il faut le préciser. Alors cette question, en vous lisant, on se demande si le pouvoir est forcément aphrodisiaque. C'est ce que disait Henry Kissinger, qui était orfèvre en la matière. Alors, on pourrait faire la même chose pour les États-Unis, mais c'est vrai que, incontestablement, mais de tous les temps, et je pense dans tous les milieux, mais particulièrement au sommet du pouvoir comme ça, il y a une dimension aphrodisiaque. Je veux dire, aphrodisiaque pour ceux qui détiennent le pouvoir, qui ont un sentiment de toute puissance, y compris par rapport aux femmes ou aux hommes qu'ils veulent séduire. Puis aphrodisiaque aussi du côté des femmes qui sont d'une sorte d'admiration, voire d'idolâtrie quelquefois par rapport à ces hommes. Alors, ce qu'on découvre, c'est que les frasques des locataires de l'Élysée ne datent pas d'hier. C'est presque même constitutif du palais. Ben oui, parce que celui qui a créé le palais, qui était le comte d'Évreux, un des grands du royaume, vers 1720, l'a construit avec l'argent d'un riche bourgeois, l'homme le plus riche de France d'ailleurs, dont il a épousé la fille. Mais à peine le palais construit, il congédie sa femme, parce qu'elle était bourgeoise, et lui aristocrate, et il amène sa maîtresse, la duchesse de Lesdiguières, et après ça, quelques autres qui ont défilé sur la couche du comte d'Évreux. Donc vraiment, d'emblée, au fond, c'était un palais destiné au libertinage, mais ça, c'était le cas finalement, c'était plutôt l'emblème d'une période de cette fin du XVIIIe siècle, qui était un peu le crépuscule de l'Ancien Régime, en fait. Sous le Second Empire, le palais devient le lieu d'une sexualité débridée, ce sont vos mots, et le ton est donné par Napoléon III. Oui, alors en réalité, ce n'est pas sous le Second Empire, parce que Napoléon III est d'abord président de la République, et c'est à ce titre, en 1848, qu'il s'installe dans le palais de l'Élysée, qui s'appelait à l'époque Élysée national, pour bien marquer que c'était la propriété de la nation. Et là, c'est vrai qu'il a une sexualité débridée, il a une maîtresse britannique, qui est un peu l'officielle, et puis beaucoup d'actrices, de chanteuses qui vont défiler auprès de lui, Marguerite Bélanger, une italienne qu'on appelle la perle d'Italie, la Castiglione, qui était en même temps ambassadrice du Piémont-Sardaigne. Enfin, il a connu beaucoup de femmes, et tout autour de lui, son demi-frère, le duc de Morny, son cousin, le prince Napoléon, tous avaient des maîtresses, tous fréquentaient les coulisses des théâtres et des opéras. À la chute de l'Empire, on peut penser que la Troisième République va tourner le dos à cette tradition, de débauche, je ne sais pas, de plaisir en tout cas. De plaisir, on va dire. Est-ce que ça va être le cas, Jean Garrigue ? Et pas du tout, c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'en fait, sous la Troisième République, on disait on va tourner le dos à ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime, les monarques, les empereurs. Non, il s'est passé la même chose. Alors, pas tellement d'ailleurs pour les présidents. Différemment, parce que les présidents de la République avaient beaucoup moins de pouvoir qu'aujourd'hui. Et finalement, c'était d'autant moins aphrodisiaque. Je veux dire que c'est plutôt des bons pépères, nos présidents de la Troisième République, sauf un, alors qui est très célèbre, qui est Félix Faure, parce que c'est un séducteur, un dandy, et qu'en 1899, au moment de recevoir sa maîtresse, il a une sorte de crise cardiaque, et il va mourir quelques heures après. Et sa maîtresse va sortir précipitamment du salon d'argent de l'Élysée. Et on dira, ça a donné lieu, oui. Ah oui, alors ça a donné lieu à des tas de bons mots. Clémenceau disait, il se voulait César, il n'était que Pompée. Voilà, je ne ferai pas de dessin. Donc voilà, ça a été... Ça fait beaucoup rire à l'époque. Mais comme le président avait quand même beaucoup moins de pouvoir qu'aujourd'hui, je pense que sa figure, son image, était beaucoup moins prisée par les femmes. Et en même temps, on s'en fichait un petit peu qu'il ait des maîtresses, ça faisait partie de la gauloiserie française. Autre temps, autre mœurs, c'est la société de l'entre-deux-guerres. Vous revenez dessus, avec évidemment une société plus grave, marquée par le premier conflit. Tout à fait, oui. Et là, ce qui est assez troublant, il reste encore beaucoup d'hommes politiques qui ont des maîtresses. Aristide Briand, par exemple, qui était très proche de la belle Othéro, une des grandes courtisanes de l'époque, mais ensuite qui a fréquenté une femme
vraiment une intellectuelle qui était Marie Bonaparte, qui était un pionnier de la psychanalyse en France et qui a été sa compagne. Et puis ensuite, on a eu alors deux hommes d'État, mais au sommet, puisqu'il y a eu Édouard Daladier et Paul Reynaud, successivement président du Conseil de la Troisième République, et qui chacun ont eu une maîtresse, mais une maîtresse qui voulait devenir une vraie conseillère politique. Oui, vous dites, les hommes politiques à ce moment-là préfèrent la compagnie de femmes de tête, oui. Et on s'éloigne de cette femme trophée qu'on exhibe dans les salons. Une sorte de cliché qu'il y avait avant d'avoir des jolies femmes un petit peu légères. Là, ce sont des femmes intelligentes, intellectuelles, toutes les deux avaient fait ce qui s'appelait l'école libre des sciences politiques, mais qui veulent intervenir en politique. Et franchement, ce n'était pas de très bons conseils parce que les deux étaient des femmes très pacifistes qui ont conseillé aussi bien Daladier que Paul Reynaud dans un sens qui était celui de ne pas résister à la montée en puissance de l'Allemagne. Alors, retour aux bonnes vieilles habitudes, comme souvent politique, avec la Ve République. Ouais. Et alors là, vous reparlez de la frénésie de conquête des présidents. Parce que la Ve République, d'abord, c'est un régime, en tout cas jusqu'à il y a une vingtaine d'années, où les hommes qui étaient au pouvoir étaient des hommes qui s'étaient souvent forgés dans la résistance. Donc la résistance, c'est le secret, c'est le combat, c'est l'immédiateté. Donc on séduit très très vite. C'était le cas de François Mitterrand, c'est typique. François Mitterrand, un homme qui séduit beaucoup dans le secret, il préserve y compris sa double vie avec Anne Pinjot, et qui est dans l'immédiateté, parce que son chauffeur disait, certaines soirées, c'est entrée, plat, dessert. Ça veut dire que ça gourmandise, 3 femmes différentes. Et on disait à peu près la même chose de Chirac. Enfin, l'expression, c'était 3 minutes douche comprise pour Jacques Chirac. Bon, on a certainement exagéré, mais il y avait, en tout cas jusqu'à François Mitterrand, donc toute cette génération, des Jacques Chaban-Delmas et les autres, il y avait cette idée de séduire très rapidement parce que c'était l'urgence. C'était l'urgence. Vous parlez aussi d'un pouvoir qui est concentré dans les mains d'un seul homme, quasi monarchique, et qui revient à cette idée un peu de droit de cuissage aussi monarchique. Exactement, on revient à cette forme c'est une monarchie républicaine, la Ve République, et donc à des comportements monarchiques. Au fond, on est un peu tout-puissant, et il y a dans cette toute-puissance alors quelques libertés vis-à-vis de l'argent, mais aussi vis-à-vis des femmes qu'on considère un peu, là aussi, un peu comme des trophées, comme à la grande époque de la Troisième République. Vous avez un paragraphe sur Valéry Giscard d'Estaing, baptisé Valéry Follamour, le séducteur compulsif. Oui. Vous dites le French lover de l'Élysée. C'est pas moi qui lui avais donné c'était la presse de l'époque, c'était le Canard enchaîné. Mais il est vrai que Giscard lui-même disait, quand j'ai fait ma campagne de 74, j'étais amoureux de 17 millions de Françaises. Il avait un tel besoin de séduire, surtout les femmes d'ailleurs, que ce besoin de séduction se retrouvait dans sa pratique de président. Alors, plus proche de nous, on a en tête, entre autres, c'est cette incroyable épopée de François Hollande, en tout cas moi je l'ai en tête, en 2 roues, les photos volées aussi au sein même de l'Élysée. Qu'est-ce que ça raconte de la société, cette anecdote ? Ça raconte la société des paparazzis, la société de la transparence totale, et que ce qui était possible encore pour ces grands prédateurs du secret, qu'étaient François Mitterrand ou Jacques Chirac, ne le serait plus aujourd'hui, parce qu'on saurait tout de suite. Il y aurait des tweets, il y aurait des images, et puis il y a aussi les mentalités qui ont évolué. C'est-à-dire que les femmes d'aujourd'hui ne se laisseraient certainement pas domestiquées, subordonnées comme elles le faisaient à l'époque. MeToo est passé par là, la revendication d'égalité homme-femme est là, et donc ces femmes qui étaient quelque part soumises, soit parce qu'elles étaient l'épouse officielle, qui restait silencieuse, soit parce qu'elles étaient la maîtresse, mais comme un objet ou un trophée, ça ne serait plus possible aujourd'hui. Oui, vous parlez de MeToo. Avant, il y a eu le scandale DSK. Ensuite, il y a eu aussi cette fameuse tribune dans Libération de journalistes femmes politiques qui dénoncent des comportements déplacés de la part d'hommes politiques. Est-ce que ça a influencé aussi Ah oui, bien sûr, mais c'est incontestable que à mon sens, il y a eu 2 affaires qui ont quand même marqué une évolution. Ça a été l'affaire Clinton-Lewinsky. Parce que ça a été une affaire internationale, pas seulement américaine. Et puis évidemment, ce qui est arrivé à DSK, parce que là, on n'était plus simplement dans la séduction. Il y avait le harcèlement, il y avait quelque chose où on oblige la femme. Mais ça a servi aussi de révélateur quand même d'une société, notamment d'une société politique, où ce surplomb qui est donné à l'homme, cette toute-puissance que donnent certaines fonctions, notamment la présidence de la République, mais pas simplement, fait que vous vous permettez quand même beaucoup de choses et que vous êtes un séducteur un peu effréné.
Eh bien, merci. Merci Jean Garrigue d'être venu sur notre plateau. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Enquête, une histoire érotique de l'Élysée, sous-titré De la Pompadour au paparazzi. C'est chez Payot. Merci à bientôt. Beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air. Vous pouvez poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission.